Aujourd'hui, présentation d'un nouveau livre. Donc cette fois, c'est un livre de Delphine de Vigan qui s'intitule Les Loyautés. Ceux qui regardent mes vidéos depuis un moment savent que ce n'est pas la première fois que je vous présente un livre de Delphine de Vigan, puisque c'est un auteur que j'ai découvert il y a quelques années et que j'apprécie sans être non plus mon auteur préféré. Du coup, quand je peux lire un de ses livres, je n'hésite pas à le lire. Après, je vais pas non plus courir par mon zévo, je crois, par mon et par vos, pour trouver ces livres. Donc aujourd'hui, comme toujours, je vous présente trois choses. Le résumé, lecture des premières pages du livre, mon avis sur ce livre. Donc tout d'abord, le résumé. Chacun de nous abrite-t-il quelque chose d'innommable, susceptible de se révéler un jour, comme une encre sale, antipathique, se révélerait sous la chaleur de la flamme. Chacun de nous dissimule-t-il en lui-même ce démon silencieux, capable de mener pendant des années une existence de dupe. Donc ici un résumé qui en dit très peu. Du coup, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Après, ce que je trouve intéressant chez Delphine de Vigan, c'est qu'elle est capable d'écrire des morceaux d'histoire de vie, qu'ils soient vrais ou pas, inspirés du réel ou pas. Et du coup, c'est plus à ça que je m'attendais, parce que là, je voyais pas trop de quoi est-ce qu'elle voulait parler. Donc, on est parti pour les premières pages de ce livre. Les loyautés. Ce sont des liens invisibles qui nous attachent aux autres, aux morts comme aux vivants. Ce sont des promesses que nous avons murmurées et dont nous ignorons l'écho, des fidélités silencieuses. Ce sont des contrats passés le plus souvent avec nous-mêmes, des mots d'ordre admis sans les avoir remplis, des dettes que nous abritons dans les replis de nos mémoires. Ce sont les lois de l'enfance qui sommeillent à l'intérieur de nos corps, les valeurs au nom desquelles nous tenons droit, les fondements qui nous permettent de résister, les principes illisibles qui nous rongent et nous enferment, nos ailes et nos carcans. Ce sont les tremplins sur lesquels nos forces se déploient et les tranchées dans lesquelles nous enterrons nos rêves. Hélène. Alors, dans le livre, on suit différents personnages dont le nom est écrit ici. J'ai pensé que le gamin était maltraité. J'y ai pensé très vite. Peut-être pas les premiers jours, mais pas longtemps après la rentrée. C'était quelque chose dans sa façon de se tenir, de se soustraire au regard. Je connais ça par cœur. Une manière de se fondre dans le décor, de se laisser traverser par la lumière. Sauf qu'avec moi, ça ne marche pas. Les coups, je les ai reçus quand j'étais gosse, et les marques, je les ai cachées jusqu'au bout. Alors, à moi, on ne me l'a fait pas. Je dis le gamin parce que franchement, il faut les voir les garçons à cet âge-là. Avec leurs cheveux fins comme ceux des filles, leur voix de petits poussets et cette incertitude qui colle à leurs mouvements. Il faut les voir s'étonner, grands yeux écarquillés, ou se faire engueuler, main nouée derrière le dos, la lèvre tremblotante. On leur donnerait le bon Dieu sans confession. Pourtant, aucun doute, c'est à cet âge-là que ça commence, les vrais conneries. Quelques semaines après la rentrée, j'ai demandé un entretien avec le principal au sujet de Théo Lubin. Il a fallu que j'explique plusieurs fois. Non, pas de traces ni de confidence. C'était quelque chose dans l'attitude de l'élève, une sorte de claustration, une manière particulière de fuir l'attention. Monsieur Nemours a commencé par rire, fuir l'attention, mais n'était-ce pas le cas de la moitié de la classe? Oui, bien sûr, je savais de quoi il parlait. Cette habitude qu'ils ont de se tasser sur leur chaise pour ne pas être interrogés, de plonger dans leur sac ou
de s'absorber soudain dans la contemplation de leur table, comme si la survie de tout l'arrondissement en dépendait. Cela, je les repère sans même leur relever les yeux. Mais cela n'avait rien à voir avec ça. J'ai demandé ce qu'on savait de l'élève, de sa famille. On devait bien pouvoir trouver quelques éléments dans le dossier, des remarques, un signalement antérieur. Le principal a repris avec attention les commentaires rédigés sur les bulletins. Plusieurs professeurs ont en effet observé son mutisme l'année dernière, mais rien de plus. Il me les a lus à voix haute. Élève très introverti. Il faut participer en classe. Pour résultat, mais élève trop silencieux. Et j'en passe. Les parents sont séparés, le gamin en garde alternée. Rien que de très banal. Le principal m'a demandé si Théo était lié avec d'autres garçons de la classe. Je ne pouvais pas dire le contraire. Ils sont toujours fourrés ensemble, tous les deux. Ils se sont bien trouvés. Même figure d'ange, même couleur de cheveux, même carnation claire. On croirait des jumeaux. Je les observe par la fenêtre. Quand ils sont dans la cour, ils forment un seul corps, farouche, une sorte de méduse qui se rétracte d'un coup lorsque l'on approche. Puis s'étire de nouveau une fois le danger passé. Les rares moments où je vois Théo sourire, c'est quand il est avec Mathis Guillaume et qu'aucun adulte ne franchit leur périmètre de sécurité. La seule chose qui a retenu l'attention du principal, c'est un rapport établi par l'infirmière à la fin de l'année passée. Le rapport n'était pas dans le dossier administratif. C'est Frédéric qui m'a suggéré d'aller voir à l'infirmerie au cas où. Fin mai, Théo a demandé à sortir de classe. Il disait avoir mal à la tête. L'infirmière mentionne une attitude fuyante et des symptômes confus. Elle a noté qu'il avait les yeux rouges. Théo a expliqué qu'il mettait beaucoup de temps à trouver le sommeil et que parfois, il pouvait passer presque une nuit entière sans dormir. En bas de la feuille, elle a inscrit en rouge « élève fragile » et a souligné la remarque de 3 traits. Ensuite, elle a sans doute refermé le dossier et l'a remis dans le placard. Je n'ai pas pu l'interroger car elle a quitté l'établissement. Sans ce document, je n'aurais jamais obtenu que Théo soit convoqué par la nouvelle infirmière. J'en ai parlé à Frédéric. Il m'a semblé inquiet. Il m'a dit que je ne devais pas prendre cette histoire trop à cœur. Il me trouve fatiguée depuis quelque temps. À cran, c'est le mot qu'il a employé. Et j'ai aussitôt pensé au couteau que mon père gardait dans le tiroir de la cuisine, accessible au premier venu, un cran d'arrêt dont il faisait jouer la sécurité, d'un geste mécanique, répétitif, pour calmer sa nervosité. Théo, c'est une vague de chaleur qu'il ne sait pas décrire, qui brûle et embrase, à la fois une douleur et un réconfort. C'est un moment qui se compte sur les doigts d'une main et doit porter un nom qu'il ne connaît pas, un nom chimique, physiologique, qui dirait sa force et son intensité, un nom qui rime avec combustion ou explosion ou déflagration. Il a 12 ans et demi, et s'il répondait franchement à ces questions que les adultes lui posent, quel métier voudrais-tu exercer? Quelles sont tes passions? Que voudrais-tu faire dans la vie? S'il ne craignait pas que les derniers points d'appui qui semblent subsister autour de lui ne s'effondrent sur le champ, il répondrait sans hésiter: j'aime sentir l'alcool dans mon corps. D'abord dans la bouche, cet instant où la gorge accueille le liquide, puis ces quelques dixièmes de seconde où la chaleur descend dans son ventre. Il pourrait en suivre la trace avec le doigt. Il aime cette vague moite qui caresse sa nuque et se diffuse dans ses membres comme une anesthésie. Il boit au goulot et tousse à plusieurs reprises. Assis en face de lui, Mathis l'observe et rit. Théo pense au dragon dans le livre d'images de sa mère, que sa mère le lisait quand il était petit. Gorge gigantesque, yeux fendus au canif, gueule ouverte laissant apparaître des gros
plus pointus que ceux des chiens méchants. Il aimerait être cette bête immense, aux doigts palmés, capable de tout brûler. Il respire profondément, porte de nouveau le goulot à ses lèvres. Quand il laisse l'alcool l'étourdir, quand il cherche à en visualiser le chemin, il convoque mentalement l'un de ces schémas que Madame d'Estrée leur distribue en classe, dont ils doivent nommer chaque partie. Montre le trajet de la pomme et indique les organes impliqués dans la digestion. Il sourit à cette image, s'amuse de la détourner. Montre le chemin de la vodka, colorie sa trajectoire, calcule le temps nécessaire aux 3 premières gorgées pour parvenir dans ton sang. Il rit tout seul et Mathis rit de le voir rire. Voilà, c'est tout ce que je vais vous lire donc, pour aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? Je sais pas. C'est un livre qui est très bizarre parce que il commence, on a l'impression que l'histoire a commencé sans nous. Et il se termine à un point où on a envie de se dire, mais où sont passées les 30 dernières pages? Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, clairement, c'est fait exprès. Mais du coup, ça m'a un peu perturbée. Comme je vous l'avais dit et comme vous l'avez vu dans les pages que je viens de lire, voilà, Delphine de Vigan, elle nous fait vraiment rentrer tout de suite dans l'histoire. On a l'impression qu'on y est depuis des pages et des pages et des pages, qu'on connaît toute la vie des personnages. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Le livre se lit facilement, les mots sont pas trop compliqués, mais en même temps pas trop simples non plus. Donc ça, c'est quelque chose que j'apprécie. J'ai trouvé l'histoire intéressante. Donc avec d'un côté le professeur au passé sombre, enfin au passé d'enfant battu, donc oui au passé sombre, et d'un autre côté l'enfant qui boit de l'alcool pour oublier. Et puis évidemment il y a d'autres choses, hein. On en apprend plus sur les personnages, mais je voudrais pas vous cacher l'histoire. Donc voilà, donc c'est vrai que c'était intéressant. C'est rare en plus de lire des livres comme ça avec d'un côté le prof et sa vie, de l'autre côté l'élève et sa vie, puis du coup la façon dont ça s'entremêle comme ça. Enfin moi je tombe pas souvent sur des livres comme ça. Donc voilà, j'ai trouvé ça, que ça changeait, ça c'était bien. Après, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire que c'est un livre qui est en fait très court. Il doit faire à peine 200 pages si je dis pas de bêtises. Attendez, je regarde. Oui c'est ça, à peine 200 pages. Et en fait ça se lit très vite. Moi il faut savoir que celui-là, en quelques heures c'était lu et on n'en parlait plus quoi. Et du coup, c'est ça aussi, ça renforce l'impression un peu bizarre. Parce que d'un côté, hop, vous l'avez lu, pouf pouf pouf, et puis vous vous dites mais j'ai envie de savoir la suite. Et en même temps, tout ce qui était déjà dans le livre, ça tourne un peu dans votre tête parce que c'est pas un livre qui est très facile. Et du coup, on se dit, ah voilà, c'est le genre de livre, une fois qu'on a fini de le lire, on est frustré d'avoir fini. Et puis après, pendant plusieurs jours, on y repense. Et on se dit, ah ouais, il s'est passé ça, ah ouais, qu'est-ce qu'elle a voulu dire, etc. Et ça, du coup, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Voilà, donc pour finir, c'est un livre que je conseille aux adultes, puisque c'est pas du tout un livre pour enfants, loin de là, ou même pour adolescents, je trouve. Donc, si vous voulez offrir un livre à des adultes, pourquoi pas. Après, voilà, faut savoir que Delphine de Vigan, c'est pas très joyeux, quoi. Donc, je ne le conseille pas à quelqu'un qui se sentirait très triste, parce que je pense que ça pourrait au final lui faire plus de mal que du bien. Après, je sais pas, je connais pas tout le monde, donc dites-moi dans commentaire si jamais vous n'êtes pas d'accord avec ce que je viens de dire, il n'y a pas de souci. Voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Et puis je vous dis